Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à vous, Christiane Taubira. Nous sommes très très heureux de vous accueillir ce soir à la Maison de la Poésie à l'occasion de la parution chez Robert Laffont de Ces morceaux de vie comme carreaux cassés, un recueil de nouvelles qui font entendre des voix de femmes. Ce sont des textes qui parlent de liberté, d'injustice, de révolte, beaucoup d'amour et de désir, et qui sont nourris par tous les écrivains et poètes que vous aimez, et également traversés par la musique, qui est très très importante dans ce recueil, musique de jazz ou bien chansons à texte. Alors un mot pour vous parler du déroulé de la soirée. On vous propose de commencer par une lecture. C'est Sophie Bourrel qui nous accompagne ce soir. On va écouter un premier extrait de ce recueil de nouvelles, et puis ensuite on continuera par une discussion, et puis vous réentendrez des extraits de textes tout au long de notre discussion. Je lui ai foutu un nion. Il m'a bloqué le bras, puis l'a tordu. Je me suis dégagée. Je lui ai balancé une torgnole. Il m'a lancé un coup de poing, j'ai esquivé. Je l'ai griffé, puis, avec mon pouce et mon index gauche, je lui ai torsadé la peau du dos. Il m'a enfoncé 2 doigts dans les côtes, ensuite il est sorti. J'ai fait mes bagages. Je n'avais pas le moral au zénith, mais je m'appliquais à siffler « I'm feeling good » sur le tempo de Nina Simone. Je suis allée chez une cousine, Émilie. Elle m'a accueillie chaleureusement et m'a installée dans un réduit qu'elle a prestement aménagé pour le rendre habitable. 2 mois plus tard, j'ai revu une amie de ma grande sœur que j'avais rencontrée de façon impromptue l'année précédente et qui, généreusement, m'avait offert un poncho tricoté de très jolis motifs mexicains. C'était un vêtement bienvenu. J'étais sous raison financière assez mal équipée pour l'hiver. Cette amie, Julia, dont j'aimais la grâce, l'élégance et la gentillesse, m'a proposé de m'héberger quelques jours si cela pouvait me rendre service. On se revoit à la fac. La plupart de nos cours sont communs. Il me fait presque chaque jour son numéro de saudade et de regret, jurant ses grands dieux qu'il ne fera plus de scènes de jalousie, ne me frappera plus même si c'est moi qui commence la bagarre, qu'il ne fouillera plus mes affaires, n'interrogera plus mes copines, n'ouvrira plus mon courrier, ne reniflera plus mes aisselles, qu'il ne bloquera plus la serrure de l'intérieur les soirs où je rentrerai tard, et tant pis si ça doit arriver souvent, ça ne fait rien, même si tu sors du ciné ou du théâtre, ou d'un meeting ou d'ailleurs, ajoute-t-il, avec un petit air de chien battu. Si tu reviens, trémolise-t-il. Il essaie de m'amadouer en susurrant ce surnom ridicule, Paul. Reviens, Paul. C'était le nom du coq Jenga qui avait remporté le tournoi international de combat de coq l'année du début de nos amours et de nos premières empoignades. Avec son humour de charbonnier, il m'avait affublé de ce sobriquet saugrenu. Je dois convenir qu'il le prononçait toujours en le maintenant suspendu entre dérision et tendresse, ce qui en atténuait le ridicule. Il ne sait plus quoi me promettre. « Si tu reviens, je serai gentil. Reviens à la maison, je t'en prie. Je t'aimerai de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, » prononce-t-il, comme si nous étions un vieux couple muse de Brel. Ça ne l'empêche pas de reluquer d'autres filles. Je n'ai jamais eu l'idée d'aller à la police. Peut-être parce que je sais trop ce que c'est que de courir à perdre souffle en fin de manif pour buter sur des bouches de métro fermées, m'écrouler à côté d'autres rêveurs d'un monde meilleur, éperdus comme moi lors d'une dislocation brutale, et prendre quelques coups de matraque en s'abritant la tête des 2 bras arqués en bouclier. Pour être honnête, je dois dire qu'il s'est trouvé une seule fois, mais quand même, que l'un d'entre eux me tende la main pour m'aider à me relever. Celui-là sauve les autres. Mais on n'oublie pas la pluie de « han, han, han » à coups de gourdin blanc. En un éclair, on se dit « la Seine n'est pas très loin, ouille !» On pense à ce sombre 17 octobre, à ces travailleurs algériens, hommes et femmes, adolescente aussi, comme Fatima Bédard, qui a dérivé morte jusqu'au canal Saint-Denis.
ont frémi au souvenir qu'eux aussi manifestaient paisiblement. D'après les photos, ils avaient mis des habits du dimanche. Peut-être voulaient-ils montrer que sous leurs salopettes d'ouvriers sous-payés et leurs blouses de bonne à tout faire, ils sont des gens bien. Les pauvres sont comme ça. Ils veulent toujours présenter bien et donner des gages de bienséance. Ça ne les a pas empêchés de finir nombreux dans le fleuve. Mais si ceux-là, avec leur tenue bleue, veulent nous y traîner, on va s'arc-bouter et résister un max, en hurlant à déchirer nos poumons pour ameuter le diable. Ceux qui parviennent à bifurquer, à poursuivre leur course sans jamais se retourner comme s'ils vengeaient Orphée ou obéissaient aux contes crétins ou obtempéraient aux foutaises bibliques et qui rentrent sains et saufs chez eux sont alourdis par le remords. Cette course frénétique étant une dispersion désordonnée où personne ne prend soin de personne. Le lendemain, on en rit, un peu gêné, inquiet du sort de ceux qu'on n'a pas encore revus, qu'on espère libres et planqués. En comptant avoir vite de leurs nouvelles, chaque fois que les Robocop lèvent leurs bâtons blancs, leurs boutous au-dessus de nos têtes, on se demande si ce ne sont pas les mêmes qui ont assassiné Malik Oussekine. Dans cet escalier où, étudiants comme nous, ils s'étaient réfugiés, seuls, sans rien, ne serait-ce qu'une pierre entre les mains. Tu as beau craindre le pire face à des uniformes identiques à ceux que portaient ceux qui ont tué, tu entrevois dans une fulgurance et dans l'effroi que le pire que tu crains est déjà advenu et peut donc vraiment advenir, et que c'est advenu exactement dans un moment tout pareil. Juste avant, Malik les regardait, bien vivant, quelques coups après, il était mort. Tu frissonnes, couché par terre. Tu te dis, on a beau avoir des prénoms plus chrétiens que Malik, ça ne fera pas de différence. Ils s'en foutent de nos papiers d'identité. On a les faciès pareils. Ça suffit à ceux qui tuent pour ça. Et tu réalises que ceux qui ont pu continuer à courir ont eu raison de courir. Tu espères avoir vite des nouvelles de tout le monde. Parfois, ça prend quelques jours. On flippe, chacun dans son coin ou à quelques-uns. On ruse comme on peut pour tuer le temps de l'attente. Le téléphone portable, en ces temps-là, c'est comme la fourmi de 18 mètres de Desnos. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je n'ai donc jamais eu l'idée d'aller à la police. D'ailleurs, ça sert à quoi de déposer plainte? Ça donne un logement? Et qui peut croire qu'on peut te protéger à l'intérieur de chez toi? S'il y a un endroit où personne ne peut rien pour toi, c'est bien chez toi. Sans compter qu'ils sont capables de me reprocher les nions et les torgnoles que je distribue moi-même, va savoir. Si tu as lu Zora Neale Hurston, tu comprends que chaque époque a ses escarres. Et ce sont toujours les femmes qui se grattent. Et que ton histoire de sortir quand tu veux et de rentrer à la nuit bien tombée, bien épaisse, après la dernière séance de ciné et après avoir eu tes propres frayeurs sur le trajet dans les rues mal éclairées, cette histoire-là, c'est une histoire à tracas. Et il n'y aura pas grand monde pour te dire que tu as raison de vivre ta vie. Et si tu as lu Ida B. Wells, Alice Walker et Audre Lorde, tu sais qu'il faut construire ton individualité souvent contre les hommes, parfois avec eux et malheureusement contre certaines femmes aussi. Et que rien n'est simple, ni massif, ni automatique, pas plus là qu'ailleurs. Bref, toi, avec ta curiosité, tes émois, ton culot, tu ne débarques pas dans un monde déjà bien accompli que tu n'as plus qu'à célébrer. Dans la cité des humains, il n'y a rien d'acquis, sauf le pouvoir des hommes et leurs combines pour te faire trouver ça cool. Et nos manœuvres pour nous glisser dans les fentes de leurs toiles d'araignée avec des simagrées au lieu de tout culbuter ne servent à rien, évidemment. Si tu as lu Virginia Woolf, tu sais que pour préserver tes territoires, il faut te battre comme une brute, à déchirer tes vêtements dans l'Algarade, façon Théroigne de Méricourt ou Adélaïde Tablon. Mais on va arrêter ici mes élucubrations parce que ce n'est pas le sujet. J'ai loupé la moitié des partiels. J'ai eu la bonne idée d'attraper la varicelle. C'est la petite fille que je garde qui me l'a refilée. J'étais persuadée que c'était une maladie d'enfant. De toute façon,
je n'aurais pas eu le réflexe de me protéger, vu que ce machin-là est sournois, comme toutes les maladies contagieuses. C'est avant que surgisse le moindre signe que ça te contamine. Quand ça sort sur l'autre, c'est déjà trop tard pour toi. Le médecin m'a fait une ordonnance pour m'exempter des partiels, mais sa feuille de papier stylée ne me sert strictement à rien. Tu passes tes partiels, tu as une note, tu ne les passes pas, tu es chocolat. Que ton motif soit varicelle ou guerre nucléaire, avec les pustules disgracieuses que j'avais partout, y compris sur le visage, plus les démangeaisons qui me donnaient la danse de Saint-Guy, j'avais plus envie d'aller à la plage, même sous les pavés, qu'à la fac. Merci. Merci beaucoup, Sophie Bourrel. Alors, on vient d'entendre Christiane Taubira, la voix de Maya, Maya Chipiravi. C'est la deuxième nouvelle de ce recueil. Ces textes, comme l'indique le titre du recueil, sont des fragments, des lucarnes ouvertes sur des vies de femmes. Alors, Maya est une étudiante qui est victime d'un compagnon violent et qui va se sortir de cette situation. Il y a également une femme qui tente, une femme un peu âgée, qui tente de reséduire un amour de jeunesse. Il y a aussi une femme SDF, et puis il y a 3 femmes de 3 générations différentes dont l'histoire est traversée par la question de l'esclavage. D'où viennent ces voix et pour quelles raisons avez-vous eu envie d'écrire de la fiction? Alors vous avez écrit précédemment un premier roman, mais comment s'est opéré ce basculement vers la fiction? Alors, je ne sais pas dans quel ordre répondre, parce que ça fait tout bizarre d'entendre un texte qu'on a écrit. Il résonne différemment, évidemment, à la voix, à l'oreille, que sur le papier. Moi, j'ai le sentiment constamment qu'une fois qu'on a écrit, la langue est fixée. Et lorsque la voix vient se poser sur ce qui a été écrit, la langue reprend son envol. Je crois que voilà, et elle recommence un peu à faire ce qu'elle veut. Ce sont des figures de femmes. Alors, ce que je dirais en toute honnêteté, c'est que je traverse la totalité, puisque la question vient à un moment ou à un autre. Je traverse la totalité de ces nouvelles, mais je ne suis aucun des personnages. En tout cas, je ne suis intégralement aucun des personnages. Il y a des instants de ma vie, il y a des instants que j'ai vécus, que j'ai observés. Il y a des choses que j'ai vécues sans en prendre conscience et que j'ai comprises parfois longtemps après. Ce sont des figures de femmes que j'ai vues vivre, parfois juste un instant de leur vie, que j'ai vu vivre et que j'ai intégré, c'est-à-dire que d'une certaine façon, elles ont été, comme la littérature, elles ont été pour moi des références de la vie, de ce que peut être la vie, des facettes de la vie, des situations et des expériences. Alors, là, il y a Maya, effectivement, qui est étudiante. Il y a des femmes à des âges très, très différents. Et j'ai presque envie de dire que ce sont toutes de vraies femmes. Parce que j'avais en tête des personnes ou des situations. Alors, la liberté qu'offre la littérature, c'est qu'elle n'impose pas l'exactitude, elle permet une temporalité très élastique, elle permet aussi de laisser s'élever des appréciations, des regards, des sentiments, des perceptions qui peuvent être composites, disparates, éventuellement contradictoires, y compris chez la même personne. Alors que dans l'essai, on est quand même obligé, on est interpellé par la cohérence. En tout cas, on est sommé soi-même d'être cohérent, puisque dans un essai, on argumente, on défend un point de vue, on explique une prise de position. La fiction offre ça. Alors, pourquoi des nouvelles? L'année dernière, le confinement ayant duré 2 mois, j'ai eu le temps d'écrire un roman. Grand Ballon. Cette année, voilà, Grand Ballon. Cette année, voilà, c'était plus saccadé. Voilà, il se trouve que voilà, j'ai commencé une histoire comme ça, j'ai eu envie d'écrire cette histoire, c'était la première. En fait, c'est publié dans l'ordre où je les ai écrites. Donc, la première, c'est effectivement cette femme d'âge mûr qui ne se gêne pas pour séduire. Moi, ce que j'ai aimé dans ça... Alors, j'aime le genre des nouvelles parce que j'en ai beaucoup lu, notamment des nouvelles d'auteurs sud-américains, latino-américains, centro-américains.
un peu d'Europe de l'Est aussi. Alors je sais, je l'ai entendu récemment encore, que la nouvelle est un genre assez peu prisé ici. J'ai entendu ça en tant que théorie, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont lu ces nouvelles et qui aiment ces nouvelles d'ailleurs. Les personnes m'en parlent parce qu'elles les aiment. Moi, j'aime beaucoup cet exercice extrêmement périlleux de raconter une histoire sur un temps court, tout en traversant peut-être un temps très long. Hein. Il y a des histoires qui se passent, il y en a qui se passent la dernière sur plus d'un siècle et demi. Donc, tout en ayant un temps très long, mais une telle maîtrise de la temporalité, une telle plasticité justement dans l'usage du temps que, je sais pas, je me suis sentie souveraine quoi, dans l'écriture. Alors, souveraine en danger, parce que je pense l'exercice périlleux, je le crois périlleux, parce que, bon, je le disais récemment, c'est un exercice de funambulisme, hein, les nouvelles. On marche, on parle de personnes entières, mais sur un tout petit temps de leur vie, et on les met dans des situations qui sont des situations tendues, forcément, sinon c'est sans intérêt. Et puis, il faut finir l'histoire assez vite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la nouvelle, c'est vraiment un art de la chute. Et dans votre cas, je trouve que les chutes sont parfois très, très abruptes et très déstabilisantes pour le lecteur. Et c'est plutôt un compliment que je vous fais. C'est un compliment que m'a fait mon éditeur. Lorsque je lui ai envoyé, parce qu'en fait, j'écris très librement. J'écris très, très librement. J'écris si j'en ai envie, j'écris sur ce qui me plaît. Je lui donne la forme qui me convient. Je fais ce que je veux avec la littérature, vraiment. Donc, j'écris sans forcément une intention de publication. Mon éditeur était en premier rang. Il peut en témoigner. Je lui envoie juste un SMS. Je lui dis, tiens, j'ai quelque chose qui peut-être t'intéressera. Et comme c'est un tempérament enthousiaste, en général, il est intéressé. En tout cas, jusqu'à maintenant, il est intéressé. Donc, voilà, je prends un plaisir infini à écrire, parce que je m'invente, je fais comme les enfants, je m'invente des compagnons, des compagnes, je m'invente des sujets, je m'invente des contraintes, je m'invente des aboutissements. Donc, voilà, la littérature offre ça, ce bonheur extraordinaire, avec des obligations, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. J'écris pour qu'on comprenne pour partager en fait, pour partager. Lorsque j'écris, je souhaite qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Mais il y a un plaisir de l'histoire, mais il y a aussi un plaisir visible dans le maniement de la langue. C'est-à-dire que votre manière de manier la langue est extrêmement libre. Les textes sont à la fois parfois lyriques, parfois très empreints d'oralité. Vous parsemez certains de vos textes de créole de Guyane. Enfin, vous faites ce que vous voulez, au fond, avec la langue. Avec autre chose aussi, mais avec la langue. Je suis... oui, j'ai un rapport à la langue. Alors, je ne sais pas définir mon rapport à la langue. Je sais que ça n'est pas anodin. Pour moi, la langue, ce n'est pas juste un instrument, ça n'est pas un véhicule. J'aime la langue, j'aime sa façon de résister, j'aime sa façon d'échapper, j'aime sa façon de contourner, j'aime sa façon de tenir tête, parce qu'il m'arrive d'écrire, et une fois que j'ai écrit la phrase, je me dis, tiens, ça peut vouloir dire soit le contraire, soit tout à fait autre chose. Et j'aime cette dimension à la fois labile, autonome de la langue. Moi, il m'est arrivé de dire que la langue française, alors pas que la langue française, mais la langue française, parce que c'est la langue principale que je maîtrise en dehors du créole, mais enfin, je pratique et écris dans d'autres langues aussi. Mais pour ce qui concerne la langue française, il m'arrivait de dire que j'ai l'impression de danser la capoeira avec la langue. C'est-à-dire que voilà, il y a une façon de venir, de se toucher presque, d'échapper, de faire semblant de se battre, mais de glisser avec élégance. Donc moi, je trouve que la langue, elle me fait ça. Elle me fait ça lorsque j'écris, elle me fait ça. Donc oui, et la langue, l'oralité vient du fait que je viens d'une société, le créole est une langue parlée, écrite maintenant, mais qui est une langue qui a été transmise par voie orale
d'abord, et que forcément tout ça, je suis imprégnée de tout ça, parce que j'écris, je ne travaille pas la langue, j'écris. Je relis, donc je peux changer des choses, mais j'écris, c'est-à-dire je laisse monter ce qui, au-dedans de moi, exprime ce que je perçois, ce que je ressens ou ce que je veux dire. Donc la langue a ça, c'est une façon de vous dire que le charme de la langue, sa beauté, sa grâce, ses glissements, ses aspérités, ses torsions, tout ça, c'est la langue même qui les possède. Sauf qu'au moment où je pose une idée, bon, ben, la langue, elle vient, mais en dansant la capoeira. Donc, elle transporte mon idée, mais elle le fait voilà, un peu à sa façon, quoi. Mais c'est quand même mon écriture, c'est quand même ma plume, c'est quand même moi qui commande. Et puis, il y a la musique qui est très, très présente dans ce recueil de nouvelles. J'ai eu le sentiment, en vous lisant, que chaque voix, chaque personnage avait sa propre musique. Alors, ce qui se passe, la musique est étonnant pour moi, parce que je travaille en musique. J'écoute de la musique. Alors, quelques repères très, très rapides et très sommaires et très pudiques, pour que vous compreniez comment je vis. En fait, la nuit, je lis et j'écoute de la musique, beaucoup. Donc la journée, je fais ce qu'il y a à faire. La journée, c'est un peu le temps de la contrainte, enfin des obligations de la contrainte. Et la nuit, c'est le temps de la totale liberté. Et donc, je lis, j'écris et j'écoute de la musique. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est mon rapport vraiment à la musique ne s'impose pas. C'est-à-dire que j'écoute de la musique, mais pendant que j'écris, il me vient d'autres musiques. C'est-à-dire que les titres que je signale au moment où j'écris ne sont pas forcément les titres ne sont jamais, en fait, les titres que je suis en train d'écouter. Et ça, c'est une grâce de la musique aussi. C'est-à-dire que la musique ne vient pas comme un empire se poser, s'imposer. Elle est là, elle est présente, elle m'entoure. Et pourtant, l'histoire que j'écris fait monter une autre référence musicale. Et donc, mais puisqu'elle est montée pendant que je l'écris, je lui fais place, hein, je l'accueille en hospitalité. Donc, voilà, mais parce qu'elle vient naturellement, c'est-à-dire qu'elle-même, elle vient prendre sa place dans ce que j'écris, puisque ce n'est pas elle que j'écoute, et c'est pourtant elle qui s'impose au moment où je rédige mes phrases. Et la musique dans ce recueil, c'est beaucoup le jazz, ce sont beaucoup des voix de chanteuses comme Nina Simone ou Lise Macombe, mais c'est aussi la chanson à texte de Ferrat, de Brel. Oui, parce que c'est votre formation. C'est mon univers musical. C'est mon univers musical. Encore un repère sur ma vie, mais ce sont des choses que certaines personnes connaissent parce que je les ai déjà écrites ou dites. Lorsque j'étais enfant, je lisais la nuit en cachette et j'écoutais de la musique sur une vieille radio qui crachotait. Et j'entendais des émissions qui venaient plutôt des États-Unis. Je pense que c'est une histoire d'onde courte ou d'onde longue, enfin j'en sais rien, mais c'est une histoire de Hertz ou de trucs comme ça. Il était possible de capter The Voice of America, par exemple, et donc des émissions. Moi, je me souviens avoir écouté des émissions de Bernstein la nuit, sur le jazz. Donc, il y avait aussi, ma maman avait quelques 33 tours de jazz et de blues. Et puis moi, pré-ado déjà, les conversations où on fait les intéressants, les filles et les garçons, sur notre savoir et notre culture, évidemment, nous étions très, très fortement inspirés par le jazz, par les luttes des Africains-Américains, par les combats, ce sont les années 60, hein, donc les combats de Martin Luther King, de Malcolm X, après d'Angela Davis, la position de Carlos et de Smith aux Jeux olympiques de Mexico. Donc nous étions imprégnés de ça, c'était des sujets donc poignades entre nous, c'était des sujets passionnants et passionnels, et tout ça, ça va avec le jazz, parce que l'histoire du jazz se confond avec l'histoire de la traite négrière, de l'esclavage, l'histoire des Africains américains qui se battent pour se libérer, et puis évidemment l'histoire de toutes les musiques qui naissent à cette période-là dans les Amériques, hein, c'est-à-dire salsa, samba, calypso, tout ça, caseco, capoeira, tout ça, ce sont des calypso, pas des variantes du jazz, mais c'est, comment dire, une espèce de polygénèse,
voilà, dans des territoires différents. Cette expérience économique humaine totale a produit des formes de résistance, des expressions culturelles artistiques, dont le jazz. Et aujourd'hui, le jazz est un patrimoine mondial parce qu'il y a une créativité du jazz partout sur tous les continents. Aujourd'hui, il y a d'excellents musiciens de jazz qui viennent de pays européens, par exemple, alors qu'on sait que voilà, le jazz est né ailleurs. Mais il est né pas de rien, il est né de musiques africaines, de contacts avec des musiques européennes. Moi, par exemple, il y a très très longtemps que je suis très très intriguée par certains morceaux de Bach. Et je suis vraiment intriguée, c'est-à-dire que je perçois des choses sur lesquelles je ne sais pas mettre ni des mots ni des normes. Et donc j'écoute et je compare. Mais il y a eu comme ça des rencontres entre la musique classique et le jazz. Il y a de grands Stravinsky, par exemple, il venait écouter Charlie Parker. Keith Jarrett se réclame d'écouter des musiciens classiques. Donc il y a ce dialogue, indépendamment de moi, de ce qui m'intrigue. Il y a eu ce dialogue entre eux. Donc moi, je porte tout ça, mais je porte toutes les musiques, c'est-à-dire que je me rends disponible à toutes les musiques. J'ai mes préférences, mais je me rends disponible à toutes les musiques. Bon, par exemple, quand j'ai découvert Arvo Pärt, c'est une musique que j'aime beaucoup aussi. Béla Bartók, c'est une musique qui est pourtant très lointaine de moi culturellement, mais que j'aime beaucoup. Mais je dois dire que la reine ou le roi, ou l'empereur ou l'impératrice, ça demeure le jazz. Vous parliez à l'instant de la nuit, au fond, qui est votre espace de liberté. La nuit est présente dans plusieurs de ces textes. Alors, c'est un rapport paradoxal à la nuit, parce qu'à la fois, donc, c'est le moment où on lit, où on est libre, où on se rebelle aussi. Hein, la rébellion se passe aussi la nuit. Ça a été le cas, je crois, dans votre vie. Mais la nuit, c'est aussi la mort. Enfin, il y a ce double mouvement. Oui, je pense que là, vous faites notamment référence à la première nouvelle de Solara, qui part en reconquête amoureuse. Alors, la plupart des femmes, il faut le dire, la plupart des femmes, elles séduisent. Elles sont sujets de séduction. Elles ne sont plus objets de séduction. Elles sont sujets de séduction. Elles assument parfaitement. Mais bon, voilà, c'est pas un livre pornographique du tout. Il n'y a pas de sexualité en tant que telle, mais il y a beaucoup de sensualité, parce que j'ai vu des femmes quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, adulte, j'ai vu des femmes capables là de construire une espèce d'environnement, d'ambiance, d'univers tout à fait cohérent où ce sont elles les séductrices. Et non pas séductrice comme ça, comme un métier ou comme une espèce de jeu désinvolte. Non, séductrice parce qu'elles se pensent être humains, elles se pensent femmes, et elles agissent en tant que telles, en affrontant une société qui ne les perçoit pas comme cela, qui ne les conçoit pas comme cela, et qui ne les tolère pas beaucoup comme cela non plus. Mais elles choisissent ce rôle-là, cette place-là. Et ces femmes-là, elles sont entières dans leur rapport à la vie, au temps, et la nuit est importante. Alors évidemment, j'ai assumé au début, hein, il y a des morceaux de moi un peu partout, même s'il n'y a pas totalement moi, il n'y a totalement moi nulle part. Mais il y a des morceaux de moi un peu partout. Et c'est vrai que ce rapport à la nuit, il est là, il taraude mon écriture, parce que simplement il occupe une place essentielle dans ma vie. Ce moment nocturne, c'est un moment de fécondité, de créativité, de liberté. C'est un moment effectivement de conscience de l'état du monde, de refus de l'état du monde, de refus des désordres, de refus des injustices. Et c'est un moment où on est interpellé individuellement aussi à vivre pleinement, parce que le refus des injustices, le refus des désordres du monde, en tout cas pour moi, ça signifie... mais je ne gaspille pas ma vie non plus. Je veux faire tout ce que je peux pour que les autres ne soient pas contraints de gaspiller leur vie, mais je commence par ne pas gaspiller la mienne non plus. Donc Solara notamment, effectivement, elle rejette vraiment
ce qui ressemble à l'obscurité, parce que la nuit, pour moi, c'est lumineux. C'est pour ça que je dis, voilà, ça n'est pas nuit noire. Hein. Sous terre, il fait nuit noire. Hein. Mais dans la nuit, non, il y a beaucoup de lumière dans la nuit. Et voilà. Et Solara a effectivement une longue tirade sur la nuit, et il y a un peu de moi dans cette tirade, même s'il n'y a pas que moi, hein, il y a des artistes, hein. Il y a Matisse, hein, dans la nuit, il y a Chagall dans la nuit, il y a Debussy en fait sur les couleurs, la nécessité de faire chanter les couleurs. Donc la nuit, évidemment, il y a Soulage, hein. Je suppose que tout le monde dans l'assistance a pensé à Soulage avant tout le reste. Donc il y a tout ce monde-là dans la nuit, et il y a cette nuit-là, en tout cas cette luminosité de la nuit dans la vie de Solara. Mais dans cette nouvelle, il y a en effet l'idée qu'une femme a du désir, l'exprime à n'importe quel âge. Et il y a aussi l'idée qu'on peut partir au bout du monde en suivant son désir ou en suivant Luis Sepúlveda, puisque donc Solara décide de reséduire un ancien amant qui, lui, a décidé de partir en Patagonie parce qu'il a lu Luis Sepúlveda. Et c'est une très, très belle idée, au fond. C'est de se dire il n'y a pas d'âge pour suivre son désir, quel qu'il soit. Oui, et puis il a lu Luis Sepúlveda et ça résonne en lui parce qu'il se dit, mais il y a une partie de moi dans cela. Et il y a dans Sepúlveda, et notamment celui-là, hein, Le monde du bout du monde, il y a, je crois, une partie de nous tous dans cela, parce que non seulement il y a un retour à une espèce d'antériorité sud-américaine, hein, puisque c'est la pointe, hein, Punta Arenas, c'est la pointe du Chili, donc c'est vraiment l'extrême sud de l'Amérique du Sud. Et puis, il y a nous, chacun, nous sommes concernés parce que il y a là, il se joue là un équilibre écologique, il se joue là un enjeu essentiel de protection de la nature et d'espèces marines. Donc voilà, ils se sont effectivement concernés. Non seulement il est séduit par la beauté de ce livre, mais alors il est séduit moi aussi, évidemment, parce que... Bon, moi, je le crée, ce personnage. Enfin, je le crée avec des morceaux. Hein, je fais comme, je ne sais pas, il paraît que c'est comme ça qu'on a fait Adam. Donc, un petit morceau de terre. On prend un bout de terre et puis voilà, on en fait ce qu'on veut. C'était pas totalement réussi, mais enfin. Je vois là des hommes qui ressemblent à Adam et qui ne doivent pas aimer ce que je dis. Mais bon, voilà, donc il y a un enjeu essentiel pour nous tous parce que nous savons effectivement que l'équilibre de la planète, les équilibres de la planète se jouent aussi en certains points précis et dans certaines circonstances précises. Et là, donc, ce monde du bout du monde raconte en fait une histoire vraie. C'est des militants qui ont repéré une flotte de pêche, une flotte japonaise de pêche à la baleine ou au requin. Et donc, il peut se jouer à un moment donné, à un endroit précis, un enjeu essentiel pour la planète, qui pèse, par exemple, exagérément sur une espèce ou qui peut peser démesurément sur un morceau de la planète. Donc, il peut se jouer à un moment précis, l'équilibre même de la planète. Et à partir de ce moment-là, ça nous concerne tous. Et effectivement, ils se sont concernés. Ils lâchent tout. Ils vont dans ce monde du bout du monde, donc à cette pointe, à cette Punta Arenas. Et puis, bon, on ne va pas raconter ce qui se passe après. On ne va pas dévoiler la chute. On ne va pas dire ce cas-là. On écoute une deuxième lecture ? Oui, avant que j'oublie, je t'ai dit que je t'écrivais d'abord pour folâtrer, d'abord, ce qui suppose que ce n'est pas tout. Venons-en donc au plus important. Ces jours-ci, je réfléchis et je peux te dire, ça carbure. J'ai pris récemment la décision de rédiger mes directives anticipées. C'est sacrément désagréable pour ce que cela t'oblige à envisager, l'inéluctable. Le plus pénible, c'est qu'il faut non seulement l'envisager, mais carrément se le figurer. Se figurer quoi ? Ce qu'on devient avant la poussière. Tu vois ? Toutes ces sociétés où la mort est pensée ensemble, affrontée ensemble, ritualisée, où jamais une personne âgée ou grabataire n'est larguée et livrée à elle-même.
Je ne parle pas des villes qui ont déjà sombré dans le désordre, il y en a partout. Je parle de ces endroits où la culture des ancêtres et la religion des esprits protègent encore. Je n'idéalise pas non plus. C'est un peu partout que les égoïsmes gagnent. Parfois, tout simplement, c'est la vie marchande qui frappe avec la pénurie de sous et oblige à des abandons de vieux et de vieilles en fredonnant « tu verras, tu seras bien ». C'est dans ces mêmes endroits qu'on se débarrasse aussi de chats et de chiens jadis choyés. J'interroge en tâtonnant le rapport à la mort. Il y a encore des villages reculés, mais aussi des établissements préservés au cœur de villes modernes, pas assez cependant car on meurt partout tous les jours, où on prend la peine de vivre ensemble le temps de la mort. Et je dois convenir que c'est un trait de haute civilisation que d'être capable d'entrer dans ce moment en comprenant que ce n'est pas seulement la fin de quelqu'un qu'on aime, mais une traversée que l'on accompagne en affection jusqu'à la rive. Dans des tas de pays, sous prétexte de progrès et d'individus émancipés, tu te retrouves avec la promesse d'un tête-à-tête pétrifiant avec la mort. Fin de vie, disent-ils. On t'a laissé avancer dans la vie avec ta désolation informulable. Tu as toujours su, plus ou moins, que le chemin mène à un gouffre, mais tu n'as pas vu défiler la route. En clair, tu sais ce que c'est ? Demande à Romain Gary. Le temps est une belle ordure, il vous dépiote alors que vous êtes encore vivant comme les tueurs de bébés phoques. J'y pense et j'envisage tout, que mon corps me largue irréversiblement, que ma tête menace de partir en vrille. En vrai, tu sais, toi, ce que ça fait ? Tu ne sais pas d'avance ce qui va lâcher. Avec ça, ils veulent que tu exprimes une volonté éclairée et sereine. Ils te prennent pour une invitée bien éduquée qui perçoit sans signal à quelle minute précise se lever du canapé moelleux en cuir véritable et prendre congé. C'est ça. Ils traitent la mort en mondanité, l'impotence étant l'antichambre. Imagine parmi les hypothèses que ma tête se mette à dérailler et qu'on me surprenne à foutre le camp, nu dans la rue, avec des chaussures dépareillées, les cheveux en bataille, l'humeur en pétard, tétant une bouteille de mauvais alcool. Oh la honte! Que tous les démons et les mauvais génies du visible et de l'invisible, de la terre, des cieux et de l'enfer m'en préservent. C'est le genre de choses qui arrivent dans les meilleures familles. J'essaye de chanter, c'est Ferrat qui sait. Je voudrais mourir debout, dans un champ au soleil, non dans un lit au drap froissé, à l'ombre close des volets, par où ne vient plus une abeille. Bien vaillant qui rédige ça en équanimité. Avant, tu devais revoir tes directives anticipées tous les 3 ans. Vu la gravité de la chose, c'est logique. Mais ça ressemble à un supplice à la chinoise. Je ne sais pas si je vais encore cogiter, sans doute, mais je ne suis sûre de rien. Sauf d'une chose, je veux partir en fête. Puisque c'est l'inconnu, je veux l'imaginer radieux. Je vous demande une fête. Une vraie fête. Pas une fête contrite. Pas un truc où ça rit après ça pleure. Une fête bacchante. Une fête orgiaque. Un festin de blagues, y compris à la con. Des morceaux de poèmes, y compris malmenés. Une débauche de musique. Les medleys les plus baroques. Bach côtoyant Parker. Miles défiant Bartók. Épargnez-moi, pitié, les choses remâchées du style la symphonie du Nouveau Monde. Osez, je vous en conjure, une charge d'audace, du rap lyrique, quelques voix de femmes, Christiane Eda-Pierre, Élise Macombe et Grace Bumbry. Et Nina Simone, quand elle frappe son piano telle une forcenée, et chante éperdument, écumante, envoûtée d'une gaieté féroce, repue et triomphante, prête à dessouder la moitié de l'humanité.
Got my head, got my brains, got my boobies, got my heart, got my soul, got my freedom. Du son. Du son, des notes et du bruit. Que ça grésille et pétille et câline et lèche. Et qu'en rentrant chez eux, les gens aient envie de faire l'amour, de la ripaille, un bon ukulélé, la bringue. Je compte sur toi, cher Ossip, mon doux compère. C'est très beau, Christiane Taubira, d'entendre vos mots qui se mêlent à la voix de Lise McComb. C'est émouvant? Oui, parce que lorsque j'écris, j'ai ça aussi en tête. J'ai aussi en tête je voudrais mourir debout dans un champ au soleil, non dans un lit au drap froissé, à l'ombre close des volets, par où ne vient plus une abeille, une abeille. Jean Ferrat. Jean Ferrat. Donc voilà, oui, cette musique-là, elle me... Mais la musique m'aide à vivre, quoi, tous les jours, toute la journée, toute la nuit. Ce personnage qu'on vient d'entendre s'appelle Inès. Elle tient la dragée haute à la mort. Mais cette question-là du corps qui trahit est présente dans plusieurs textes. Alors, il y a des parties plus légères dans le livre. Il y a des moments où on rit, il y a des moments où, voilà, où on a envie de mettre ses jambes, ses jambes sur la table, enfin ses pieds sur la table. On a envie, on a même envie de faire comme dans Drunk. Vous avez vu le film à la fin là, la danse à la fin. Il y a un autre film pour les personnes vieilles comme moi, c'est Zorba le Grec. Il y a une scène aussi à la fin où ça court sur la plage, ça danse, ça chante, ça fait des pas compliqués, ça tombe presque, ça se redresse, etc. Donc, oui, non, ça vit intensément. Hein. Ces femmes-là, elles sont extrêmement vivantes. Il y a des moments extrêmement joyeux. Donc, vous me demandez... Mais elle se pose quand même la question du corps. Oui, alors... oui, parce que je crois que je suis arrivée à un âge où, je sais pas, le corps donne des alertes. Moi, je suis très bien dans ma tête et dans mon corps. Hein. Je n'ai pas d'inquiétude particulière, mais je vois bien que c'est un autre temps. C'est un autre temps. C'est un temps où on s'assume mieux, d'ailleurs. Moi, j'ai de plus en plus envie de faire l'intéressante. Et de montrer. Il fait froid, donc je suis couverte, mais j'aime bien. Voilà, j'ai des épaules qui se montrent encore, donc j'aime bien les montrer. Mais voilà, moi je pense qu'il nous faut dédramatiser le rapport au corps, qui est un rapport au temps et un rapport aussi à sa propre puissance. Donc il y a des femmes qui abordent ça, et elles l'abordent. Alors Inès l'aborde de cette façon-là. Elle trouve le sujet lourd, effectivement. Elle trouve qu'il y a aussi, une attention de la part de la société qui est pernicieuse. Enfin, elle n'est pas pernicieuse, mais elle a un effet pernicieux. L'attention de la société qui consiste à dire, pendant que vous êtes bien, que vous êtes en pleine forme et que vous avez l'esprit clair, dites ce que vous voulez qu'on fasse, quand ça n'ira pas. Donc, ça vous oblige non seulement à y penser, mais à vous le figurer. Hein, c'est pour ça que je dis, ça vous oblige à vous figurer qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous devenez avant la poussière. Donc, mais il faut le faire avec hauteur, avec légèreté, avec un peu de désinvolture aussi, avec poésie. Il faut le faire parce que nous n'avons
pas d'emprise absolue sur le corps. Je ne dis pas d'emprise absolue parce qu'on sait que la médecine fait des progrès, qu'on fait les corps tenir assez longtemps, plus longtemps. On sait moins bien faire tenir les têtes. D'ailleurs, il y a une plaisanterie que raconte Inès dans cette nouvelle, que je ne vais pas vous raconter là ce soir, mais il y a une interrogation. Est-ce qu'on soigne aussi bien la tête que le corps? Et je pense qu'il nous faut, en tout cas pour ma part, dans la mesure où j'ai grandi dans une société où ces sujets ne sont pas des sujets qu'on traite, sont pas des sujets sur lesquels on pose des mots, même si on est capable, dans la première nouvelle par exemple, je raconte une veillée mortuaire. Les veillées mortuaires, chez nous, elles sont relativement joyeuses. Il y a de la peine, mais il y a un moment pour la peine. Mais il y a le moment social, c'est-à-dire on vit ensemble auprès des personnes les plus affectées par une disparition. On vit auprès d'elles, on leur apporte de la joie, du bruit, de la danse, des façons de faire, des histoires. Voilà. Les veillées mortuaires, elles servent à ça, à accompagner les vivants pour passer ce moment. Et puis, c'est au moment des obsèques que vraiment toute la peine, toute la douleur peuvent s'exprimer. Mais la veillée, la veille, elle aide à cela. Donc, c'est un moment social. Donc, moi, je viens d'une société où on ne formule pas les choses comme ça, mais cependant, on a inventé ces rituels qui permettent de vivre ensemble ce moment et donc de permettre aux personnes les plus affectées, les plus proches de la personne défunte, de leur permettre de revivre ensemble de beaux souvenirs. On accepte même l'idée d'inventer des histoires, enfin, de déguiser des histoires, de les arranger un peu, de combler les trous de mémoire, etc. Donc, c'est ce que proclame Inès. Et elle fait face, elle regarde, elle sait que peut-être un jour le corps lâchera. Et elle dit en riant, bon voilà, je ne sais pas ce qui va lâcher, si ça va être mon corps, ça va être ma tête. Bon, ça peut être les deux d'ailleurs, mais ça peut être rien aussi qui lâche. Hein. Donc moi je connais des personnes octogénaires, même centenaires, qui ont toute leur tête, toute leur intelligence, toute leur subtilité, toute leur finesse, et qui tiennent. Mais il n'empêche que c'est une question pour la médecine, mais pas que pour la médecine. C'est une question pour la philosophie. C'est une question pour je veux dire même la conception ontologique qu'on a. Comment on accompagne chacune, chacun vers ce moment où on va s'absenter. Voilà, on va se séparer des autres. On partira. Alors chacun a sa réponse. Hein. Il y a des croyances, mais il y a un moment où on va s'absenter. Donc, comment on prépare ça? Il faut le préparer en joie. Il faut le préparer, il faut essayer d'y mettre de la légèreté, vraiment de la légèreté. Pas des faux semblants, mais vraiment de la légèreté. Et envisager. Je crois que plus on envisage des hypothèses difficiles, pénibles, douloureuses, plus on les exorcise déjà, c'est pas mal. Hein, on peut mettre un petit peu de superstition dans ces histoires-là. Mais de toute façon, plus on surmonte une espèce de peur qui est d'autant plus oppressante qu'on n'y met pas de mots. On va passer à plus léger quand même. Hein, je crains que le dernier, oui. D'abord, je ne sais pas pourquoi tu as choisi ces morceaux-là, ces parties-là. Ben, non, on a choisi ensemble. La dernière nouvelle, parce que c'est la plus longue, et parce qu'elle aborde des questions importantes, la question de l'esclavage, l'histoire des orpailleurs en Guyane, et le tissage comme ça de 3 générations de femmes sur un siècle. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou... Je ne sais pas, peut-être que c'est bien. Alors moi, je n'ai pas bien repéré les sélections que vous avez faites, mais comme c'est une nouvelle assez lourde, enfin, elle est lourde, non, c'est pas le mot, mais qui va au fond de problématiques plutôt lourdes, en effet. Alors, et puis, il y a quand même la troisième, elle est légère, la troisième. Hein, Céline?
Oui, Céline, elle a ses combats écologiques, mais elle est au présent. Alors, on va dire quand même qui sont ces trois femmes. Donc la nouvelle s'appelle Claire, Cécile, Céline. Et donc Claire est l'arrière-arrière-grand-mère. Cécile est la grand-mère et Céline est au présent une jeune femme d'aujourd'hui. Alors peut-être dites-nous quelques mots sur ces trois femmes et la manière dont vous imbriquez leur voix dans cette nouvelle. Alors, cette nouvelle a ce site particulier. Bon, elle est plus longue que les autres, mais elle reste encore dans le cadre de la nouvelle, parce qu'il y a un peu de normes en littérature. Elle reste dans le cadre de la nouvelle, mais elle est plus longue que les autres. Elle a une intrigue, les autres aussi d'ailleurs. Mais cette intrigue-là, elle est sur 3 étages, hein, puisqu'elle se joue sur ces 6 générations, parce que c'est de grand-mère à grand-mère. Parce que ces histoires-là sont trop lourdes, elles ne sont pas transmises d'une génération à l'autre. Elles sautent une génération. Donc ce sont les grands-mères qui transmettent par des voix différentes, mais pas que la voix orale. Et donc ce sont des époques assez précises, parfaitement définies, mais ce sont des femmes qui ont des caractères pas invraisemblables, ce ne sont pas des super-héroïnes, hein. Les femmes qui sont là, ce sont des héroïnes dans la mesure où elles ne se laissent pas abattre par les vicissitudes de la vie, qu'elles ne se laissent pas écraser par un ordre social qui leur intime une place et elles ne restent pas à cette place-là. Donc en ce sens, ce sont des héroïnes. Mais ce ne sont pas des héroïnes en termes de bravoure, d'exploit, de prouesse. Même si je considère que c'est une prouesse de vivre au quotidien ce que l'on est, de s'accommoder de fortes contraintes, fortes parce qu'on n'a pas de levier pour en diminuer le poids. Et donc, en ce sens, ce sont des héroïnes. Mais ce sont des femmes qui vivent des vies ordinaires. Elles sont juste extraordinaires parce qu'elles ne se laissent pas abattre. Léna, par exemple, qui paie très cher un moment de désespoir amoureux, etc., elle se relève et elle se relève en ayant conscience des contraintes qui pèsent sur elle et en assumant son impuissance face à ces contraintes et donc sa fantaisie de les contourner. Donc, en ce sens, ce sont des femmes qui ont la force d'affronter la vie, mais ne sont pas des surfemmes. Voilà, je n'ai pas voulu des personnages surhumains. Je veux des personnages ordinaires et simplement attirer l'attention sur ce qu'il faut de courage, de force et de joie de vivre au quotidien pour affronter toute une série d'injustices, de situations complexes, parfois simplement dans la relation amoureuse, hein, mais de situations inégales, ce qu'il faut de courage et de force intérieure pour ça. Mais bon, voilà, elles le paient et elles assument. Et donc, ces femmes, Claire, Cécile et Céline, sont des femmes qui tiennent bon dans des environnements qui sont d'oppression maximale, parce que la première, Claire, c'est encore la période de l'esclavage. Céline, c'est 2 générations après, c'est la période de l'orpaillage, c'est-à-dire au moment où massivement, alors là, c'est vraiment très situé en Guyane, massivement, les personnes qui ont été affranchies ou les descendants des personnes qui ont été affranchies après l'abolition de l'esclavage ont pénétré le territoire pour cultiver, donc pour avoir des activités agricoles sous la forme de l'abatis ou pour avoir, à partir de la découverte de l'or qui a lieu 8 ans après l'abolition de l'esclavage, en 1855, à partir de cela, aller chercher l'or dans le lit des rivières et espérer donc une vie de prospérité. Ça, c'est Cécile qui vit ça. Et puis il y a Céline qui vit... Alors Céline, elle prépare le sommet de la Terre de 1992, par exemple. Donc elle est très, très engagée. Mais c'est une jeune femme très libre aussi. Alors, dans cette nouvelle, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a 3 niveaux de langage. Je ne sais pas si je dois dire des niveaux, mais on a 3 langues très, très différentes, que j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs, et notamment la langue de Claire, qui est la langue
qui est la langue d'une personne qui dispose d'assez peu de vocabulaire, qui n'a pas reçu d'enseignement sur la langue, donc sur ses règles grammaticales, mais qui, avec des bribes de langues africaines, des morceaux de langue créole, de langue amérindienne, et bien entendu du français qui est la langue publique, là, avec cela, elle arrive en bricolant à exprimer ses idées, à s'exprimer, à élever ses enfants, à raconter ce qu'elle voit, à commenter ce qu'elle voit, à faire remonter ses souvenirs, à se projeter dans une société où la résistance aura fait disparaître ce système esclavagiste. Donc ça, c'est une langue où je me suis imposé ces contraintes d'un vocabulaire pas riche, d'un univers aussi limité, parce que objectivement, il l'est, et en même temps d'une pensée profonde, parce que les pulsions à la fois humaines et de survivance, ces pulsions affinent la pensée. Donc, c'est une langue qui est confrontée à la contrainte d'une pauvreté sémantique, mais d'une pensée qui s'est aiguisée au fur et à mesure des épreuves. Donc, c'est une langue que j'ai beaucoup travaillée. La langue intermédiaire, je l'ai beaucoup travaillée aussi. Elle m'a presque donné beaucoup plus de mal, parce qu'il me fallait une grande vigilance pour ne pas glisser vers une langue normale. Donc, c'est une langue plus riche que celle de Claire. La langue de Cécile est plus riche que celle de Claire. Mais Cécile, son environnement est très différent. Mais Cécile est arrivée jusqu'au certificat d'études, ce qui est un exploit pour cette génération-là, mais qui est quand même un plafond. Donc Cécile se débrouille avec ça dans une situation qui est indépendamment d'elle, extrêmement dynamique. C'est la découverte de l'or, il y a une mobilité extraordinaire sur le territoire, on change de placère, on change de lieu, on apprend à apprivoiser les cours d'eau. Alors, les cours d'eau, les rivières chez nous et les fleuves sont traversés de ce qu'on appelle des sauts, c'est-à-dire qu'il y a de gros blocs de rochers au milieu, là, partout, à plusieurs endroits. Donc ça rend la navigation difficile. Lorsque les eaux sont basses, en saison sèche, c'est très difficile de naviguer. Lorsqu'elles sont hautes, c'est dangereux parce qu'on peut ne pas voir les rochers. Donc voilà, elle a un environnement extrêmement riche et extrêmement mouvant parce que c'est une période de grande fébrilité, de grande excitation, de grande recherche. Et elle doit se débrouiller avec la langue qu'elle a, qui est une langue plus élaborée, plus construite que celle de sa grand-mère Claire, mais qui n'est pas une langue suffisamment riche parce qu'elle ne dispose pas de tout le vocabulaire nécessaire. Et puis il y a Céline, qui pour moi est un bijou. Céline, c'est une jeune femme complètement décomplexée, c'est-à-dire qu'elle croit à la combativité, elle croit à la solidarité, elle croit à la nécessité de s'engager, mais ça n'est pas dogmatique. Elle s'interroge, mais elle a une joie de vivre qui fait que, voilà, elle part de temps en temps, elle prend des morceaux de morale comme ça, là, et puis elle les découpe et puis elle met dans un sac à dos. Voilà, elle a une légèreté, voilà, je lui confère une légèreté, un rapport à la vie qui est de la joie, qui est de l'indiscipline, qui casse les codes, qui casse les schémas, qui casse les modèles figés. Elle a ça, elle a une capacité d'autodérision. Je pense que là, on rit un peu, alors je ne sais pas ce que vous avez choisi toutes les deux, mais bon, avec Céline, quand même, il y a des tas de situations complètement cocasses, parce qu'elle a une espèce de sens de la démesure où elle a une passion et sa passion a quelque chose d'absolu. En même temps, elle est capable de rire d'elle-même, elle est capable de se fourrer dans des situations absolument inextricables et il y en a une qui est vraiment inextricable, hein, où elle s'en sort par le ridicule absolu. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, Céline. Même si je l'ai inventée, je l'aime beaucoup. Alors, on écoute un extrait de Céline. De Céline ? Oui. Non, mais si tu avais prévu... C'est long ? Comme vous voulez. Ben, on voulait faire entendre les trois voix, mais on peut... On a le temps ? Oui.
Vous avez prévu pour la fin de votre soirée? Moi, j'ai envie de vous garder. Hein. Donc, moi, je ne veux pas frustrer Sophie parce que je connais le rapport de Sophie à la lecture. Donc, si tu veux tout lire, tu lis tout. Non, on a choisi des petits passages vraiment brefs sur chaque personne. D'accord. Donc, Claire. C'est Anne Époque qui nous a raconté. La première fois qu'il a cherché le village marron, déjà, il ne l'a pas trouvé tout seul. Il a manqué culbuter sur un nègre taillé comme un patawa qui a coupé son chemin. Après, ils ont causé un peu, et puis ils sont repartis ensemble jusqu'au village marron, le Quilombo, en faisant etc. des tours. Interdit de casser les branches des arbres qui gênent le passage. C'est comme ça qu'on laisse des traces. Donc, on se baisse ou on écarte doucement la branche et on passe. Le plus souvent possible, il coupe par une rivière ou une crique. Il y en a partout, d'après Anne Époque. Ça aussi, ça efface les traces. Bon, c'est pas tout ça. Il faut que j'arrange les sacs en calebasse pour mettre dedans tout ce qu'on aura besoin si, en cas, on ne trouve pas le Quilombo dans la deuxième journée. Gimby ne peut pas venir avec nous. Il a toujours dans son cou le collier à longue barre qui l'empêche d'aller plus loin que sa case et le champ de coton. Ils ont mis ça quand il est revenu du Grand Bois. C'était bien la peine qu'il est revenu tout seul, alors que les chasseurs d'esclaves n'ont pas été foutus de le trouver. Il aimait trop sa femme. Nous, on savait. Comme elle n'a pas pu partir avec lui, assuré, c'est lui qui allait revenir. Eh bien, le maître, il a décidé de le pendre à la portugaise pour donner un petit goût. On a mis un collier avec des crochets dans son cou, on l'a suspendu au court baril qui est au milieu de la cour, comme ça il reste vivant, et le commandeur, il fouettait. Ouach, 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 49 coups de fouet, parce que le gouverneur, il a interdit de donner plus que 50 coups de fouet. Cécile. Je peux dire ça, j'ai essayé. J'ai été minière. C'est vrai, on peut trouver 10 grammes ou 20 grammes, ça peut arriver, 30 grammes dans la journée, mais ce n'est pas chaque jour. Et pourtant, les hommes ne démordent pas, ils ne flanchent pas. Tous les jours que le bon Dieu fait, dès qu'ils ont descendu leur café, ils repartent sur la bâtée ou le lonton. On dirait que ce qu'ils apprécient le plus, c'est de ne pas avoir de patron. Ça fait à peine 50 ans que l'esclavage est fini ici et il reste des gens vivants pour raconter. Moi-même, mon grand-papa Pascal Ibaud, il a eu le temps de me rapporter ses souvenirs de la rage des esclavagistes. Tout vieux qu'il était, ses yeux se mouillaient. Il regardait au loin quand il ramenait cette remembrance et toujours il ronchonnait. L'instruction, l'instruction. On dirait que les orpailleurs, ils sont allergiques au patron. Comme si le patron aurait été un maître, comme au temps de l'esclavage. Ils sont jaloux de leur liberté, comme si elle valait plus encore que l'or. Il y en a qui tirent le diable par la queue, mais personne ne va les faire accepter un job avec un patron. Ils ne plient pas. Céline. Oh, Oscar, que tal? On dirait que tu as avalé un crapaud. Le crapaud, c'est pas comestible, rétorque l'interpellé. Ah, bah tiens, c'est nouveau ça. Comment c'est nouveau? Tu manges du crapaud, toi? Moi, non, mais nos ancêtres, oui. N'importe quoi. Tu confonds avec les cuisses de grenouille. En passant, c'est pas un truc d'ici. Je te parle de crapauds, de vrais crapauds. À ton avis, ils faisaient comment, les nègres marrons? Tu penses qu'ils rôtissaient des entrecôtes de bœuf? Arrête, tu dérailles. Comment je déraille? Nos ancêtres ne mangeaient pas de machins dégoûtants comme ça. Assurément, ils avaient le choix sous les bois, comme toi devant ton frigo. Justement, il y a le choix dans la forêt. Il y a des agoutis, des maïs pourris, des kayakous. Oui, mon chéri. Tu as déjà essayé la course pour les coincer? Les nègres marrons, pour toi, c'était des chasseurs du dimanche? Ils posaient des pieds, et ils faisaient le guet, et ils attendaient patiemment devant leurs appâts les agoutis, les maïs pourris et les kayakous qui passaient par là. Les autres avaient fait silence, les laissant purger leurs fausses querelles. Cette fois, ils s'esclaffent.
Oscar semble froissé, il se défend. Je pense qu'il y avait d'autres viandes moins dégoûtantes et plus faciles à piéger que le crapaud. Vous vouliez une scène drôle, Céline est une insolente, ouais, Céline est une insolente. Mais il y a plus insolent encore, il y a plus impertinent hein, chez elle. Hein. Oui. La fin, par exemple, hein, quand même, hein. On ne va pas la lire. Hein. Non, mais une petite envie de dialogue, le côté dialogue aussi. Oui, c'est ça. Céline, je lui ai réservé des dialogues. Donc, toutes ses interventions sont des dialogues. Elle passe son temps à se bagarrer, elle passe son temps à provoquer les autres, elle passe son temps à expliquer les choses. Mais il y a de la densité néanmoins, parce qu'elle est quand même dans la chaîne de génération et elle prend sa part. Elle prend sa part de la mémoire, elle prend sa part des combats contemporains aussi. Elle prend sa part des querelles aussi. Mais bon, elle a un joli tempérament. Hein, je l'ai voulu légère comme la jeunesse d'aujourd'hui, mais aussi comme la jeunesse du passé, parce que nous étions légères aussi. Moi, j'ai de très beaux souvenirs, y compris les manifs. Hein. Bon, les manifs, il y a un petit bout de ce que j'ai vécu aussi. J'ai connu des manifs comme ça, des fins de manifs comme ça, très, très angoissantes parce qu'on s'était dispersés. Et aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça, mais moi, j'étais longtemps frappée par ça, hein, le premier extrait. Une dislocation brutale et du coup, personne ne prend plus soin de personne. Et pour moi, c'est un sujet extrêmement interpellant d'une certaine façon. C'est que être dans une manif, alors ça ne se passe plus du tout comme ça, hein, la manif que je raconte, c'est les années 70, mais être dans une manif, c'est en fait aller ensemble au combat, aller exprimer ensemble quelque chose, être porté ensemble par une inquiétude, par un désir, par un rêve. Voilà. Donc, on y va ensemble. Et les dislocations impromptues comme ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une charge. Enfin, moi, j'ai connu ça, ça ne se fait plus comme ça. Mais tout d'un coup, il y a une charge. Et le réflexe, c'est le réflexe, voilà, il est instinctif. Le réflexe, c'est le sauve qui peut. Donc, chacun se met à courir. Et quand on a fini de courir, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un très très beau film en noir et blanc avec Simone Signoret et Lino Ventura et d'autres qui s'appelle L'armée des ombres. Et il y a une scène en prison. Vous vous souvenez de ça? Il y a une scène en prison. Il y a le cynisme des... alors, je ne sais plus si ce sont des Allemands ou si ce sont des Français collaborateurs. Mais enfin, il y a ceux qui tiennent la prison et qui, le matin, organisent une course. Donc, ils alignent des prisonniers. Alors, si je me trompe un peu, quelqu'un va rectifier dans la salle. On est en convivialité, là, hein, même si je ramasse de la lumière dans les yeux depuis un moment et que je ne vous vois pas bien. Mais donc, il organise le matin une course. C'est extrêmement cynique et machiavélique même, parce que, de mémoire, les prisonniers doivent courir et les premiers arrivés au mur d'en face, soit ils sont libérés, soit ils ont un allègement de régime. Enfin, il y a une espèce de récompense. Et Lino Ventura est pris, donc en tant que résistant, il est emprisonné et il est face à cette situation. Et donc, il se dit qu'il ne va pas courir parce que c'est trop humiliant. Il se dit qu'il ne va pas courir. Et lorsque le départ est donné, les prisonniers se mettent à courir et vraiment en mettant... Alors, ils sont sous-alimentés, ils sont maltraités, ils dorment mal, enfin bon, on imagine. Et donc, ils ont peu de force, mais ils mettent vraiment toute l'énergie, ils vont chercher au fond d'eux-mêmes, toute l'énergie que leur corps contient, et ils essaient de courir pour arriver jusqu'au mur. Et quand les prisonniers... Donc, Lino Ventura, effectivement, ne bronche pas, et quand les prisonniers sont à la moitié du chemin, on le voit qui, d'un coup, s'élance. Et cette scène est extraordinaire pour moi, parce que, d'abord, elle dit la hauteur de vue, l'intelligence. Et bon, voilà, c'était un résistant, c'était un homme
voilà, qui se dit, qui voit l'humiliation et qui se dit je ne courrai pas, je ne courrai pas. Et qui pourtant, à un moment, parce que la pulsion de vie est là, parce qu'il faut se sauver, parce que quand on a ne serait-ce qu'un dernier filet de souffle, on le mobilise pour vivre, parce que c'est vraiment la pulsion de vie, donc il prend son élan. Et voilà, c'est une scène qui, pour moi, signifie tellement, tellement de choses, à la fois sur la force et la grandeur humaine, et en même temps sur cette vulnérabilité existentielle, cette fragilité interne qui fait que par-dessus tout, y compris par-dessus la honte, on s'accroche à la vie. On s'accroche à la vie. Voilà, je trouve ça très beau parce que j'aime les scènes héroïques que j'aurais trouvé magnifiques, qu'ils restent voilà, comme ça, là, de marbre, qui ne bouge pas, et que j'aurais trouvé ça magnifique. Mais ça ressemble au cinéma de rester comme ça. Tandis que, au bout d'un moment, presque malgré soi, comme si ce sont ses jambes qui prennent la direction de son cerveau, partir, il y a quelque chose de sensible et de fragile qui n'est pas de l'ordre du cinéma, qui est davantage de l'ordre de l'humain. Donc j'aime ça. Et bon, voilà, donc je vous raconte ça par rapport à cette histoire de quand les dislocations sont brutales, avant de se ressaisir et de se dire mais j'étais avec 3 copains, j'étais avec une fille peut-être qui était un peu fragile ou qui avait mal à la jambe depuis 3 jours et qui peut-être devait courir moins bien, mais on a déjà fait plusieurs centaines de mètres avant de réaliser qu'on n'a pas eu le premier réflexe de solidarité. Donc voilà, moi je trouve ça très sentimentalement et politiquement, je trouve ça extrêmement signifiant parce que c'est l'absurde de notre condition. C'est vraiment l'absurde au sens camusien du concept. C'est vraiment l'absurde de notre condition. Et il faut que nous soyons conscients de cet absurde, de cette faiblesse, de cette réalité qui fait que, aussi courageuse que nous soyons, aussi imposant que nous soyons, alors je dis ça, je ne regarde pas moi, imposant, je regarde un monsieur au premier rang que je trouve plutôt imposant, là, depuis un moment. Et voilà, je me dis que aussi imposant que nous soyons, nous avons, heureusement, parce que ça veut dire que ce n'est pas la masse de muscles qui commande, qui nous dirige. Ce qui nous dirige, c'est parfois aussi la peur. C'est parfois aussi le sens du danger, le sentiment du risque de la faim, le risque fatal. C'est ça qui nous meut, c'est ça le ressort. Et c'est à la fois notre grandeur et notre faiblesse, quoi. C'est notre grandeur parce que ça veut dire nous ne sommes pas une mécanique. Et c'est notre faiblesse parce que ça veut dire que l'instinct de vie fait qu'on peut tout oublier, tout compromettre d'un coup. Voilà. Oh, le fatal destin de l'espèce humaine. J'ai plombé l'ambiance. Hein. Alors, vous vouliez rire et voilà, c'est vous qui plombez l'ambiance. Mais en tout cas, vous parliez d'instinct de vie, de pulsion de vie à l'instant. La dernière phrase de ce recueil, c'est « Il faut vivre, mon cher », avec un point d'exclamation. Ouais, c'est l'immense Céline qui dit. Oui. Voilà, du haut de ses 20 ans, là, il faut vivre, mon cher. Alors, quand vous allez découvrir à quoi elle conclut comme ça, je pense que c'est joli. C'est joli par rapport à la discussion juste avant. La conclure par « il faut vivre, mon cher », c'est du Céline. C'est de la Céline. Vous voyez ce que je vous disais sur la langue, hein, voilà, hein, une fois que vous avez prononcé la phrase, vous comprenez qu'elle peut dire exactement le contraire ou tout à fait autre chose. Voilà, c'est du Céline. Je ne parlais pas du voyage au bout de la nuit, même si on a beaucoup parlé de la nuit. Non, c'est de la Céline. Voilà.
C'est fini? Et si on terminait en musique, Christiane Taubira? Bonne idée. Bonne idée. Bonne idée. Alors, juste avant de lancer la musique, je voudrais vous remercier infiniment. Rappeler le titre de ce très beau livre, Ces morceaux de vie comme carreaux cassés, paru chez Robert Laffont. Et nous vous invitons, juste après cette rencontre, à une séance de signature. Merci beaucoup, Christiane Taubira. Merci à vous, vraiment. Merci, Sophie. Musique. Ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father.